Et oui, comme dans tous les secteurs de la société, de la vie en général aussi, la santé est en mutation. Plusieurs nouvelles technologies pour pouvoir prendre soin des malades et surtout guérir de nombreuses pathologies. Aujourd'hui, on parle de la vidéo-endoscopie chirurgicale. On va savoir où en est notre pays, mais déjà essayer de définir ce que c'est que cette nouvelle technique-là. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'endoscopie chirurgicale? La vidéo... La vidéo endoscopie chirurgicale. Voilà, finalement, il y a dans cette terminologie la définition. Hein. C'est une pratique chirurgicale qui se fait avec l'image, donc la vidéo, et qui passe dans un endoscope qui permet de retransmettre avec une caméra l'image intracavitaire, ça peut être l'abdomen, ça peut être le thorax, sur un écran de télévision, hein, on dit moniteur, et d'opérer comme ça, sans avoir besoin d'ouvrir largement les cavités de l'organisme, par exemple l'abdomen, voilà, pour y regarder avec nos yeux. C'est cette mini-caméra, avec son endoscope, qui rentre dans l'abdomen, dans un tout petit orifice. Généralement, on a besoin de 10 mm, hein, ça ne fait que 1 cm, pour pouvoir donc retransmettre sur un écran de télévision l'image, et le chirurgien regarde l'image du moniteur pour pouvoir opérer. Alors évidemment, il va utiliser des instruments très fins qui vont rentrer dans des trocars, puisqu'on les appelle ainsi, encore plus petits, 5 mm, 2 mm, et réaliser ainsi des interventions qui autrefois nous obligeaient à ouvrir largement l'abdomen, le thorax, pour regarder avec nos yeux l'intérieur du corps. Alors ça donne des notions nouvelles, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que les anglo-saxons appellent minimalist access surgery, c'était la chirurgie à accès minimal, et forcément, comme c'est tout petit, c'est une chirurgie qui est très peu invasive, donc on dit que c'est une chirurgie mini-invasive, donc très peu traumatisante pour l'enveloppe corporelle. En tout cas, merci de signifier voilà. Très peu traumatisante. On allait en parler tout au long de ces échanges-là. Alors, à quel moment on a recours à une vidéo endoscopie chirurgicale? Bon, mais là, il y a des indications. Hein, il y a des indications. Parfois, on n'utilise pas cette technique. On imagine bien que dans les causes qui sont très volumétriques, là, les grosses tumeurs et tout ça, c'est pas adapté. Pour les petites choses, c'est adapté. Et puis, bon, il y a des indications. Les cancers très évolués. Voilà. Finalement, c'est une voie d'abord, hein, et ça fait partie de l'arsenal du chirurgien. Il utilise la vidéo-endoscopie chirurgicale quand cela est nécessaire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette technique révolutionnaire a envahi toutes les spécialités de la chirurgie. Et quasiment tout le monde essaye de faire en sorte que la chirurgie soit plus humaine, j'allais dire, moins agressive et mini-invasive. Donc les indications ne font que grossir dans toutes les spécialités chirurgicales. Justement, parlons de ces spécialités. Combien on a de spécialités de chirurgie et puis comment s'adjoigne cette nouvelle technique-là à la pratique? Écoutez, la technique, c'est un principe. Hein, donc maintenant, l'endoscope, on le fait rentrer là où on veut travailler. Alors, vous imaginez que les chirurgiens digestifs vont le faire rentrer dans l'abdomen. Et là, on parlera de laparoscopie, de chirurgie laparoscopique, où les gynécos utiliseront plutôt le mot de chirurgie célioscopique. Bon, parce que déjà, à l'époque, ils faisaient des célios simples qui consistaient à mettre l'endoscope dans le petit bassin de la femme pour voir un peu les trompes, mais ils ne faisaient pas d'intervention. Mais depuis qu'on est passé, grâce aux Japonais d'ailleurs, Olympus, aux interventions, on parle de chirurgie célioscopique. Si c'est le thorax, on dira thoracoscopie. Bon, ainsi de suite. Mais les neurochirurgiens, et ça c'est les neurochirurgiens, maintenant utilisent cette technique pour aller faire des interventions au niveau du cerveau. Alors qu'avant, on était obligé d'ouvrir la boîte crânienne, maintenant, le petit endoscope va passer par la narine et se retrouver dans le cerveau. Vous voyez un peu ce progrès extraordinaire, là? Moi, j'ai connu cette époque où on ouvrait la calotte crânienne pour opérer une tumeur. Maintenant, on le fait par des voies naturelles, voilà, et qui permettent finalement d'avoir
un crâne intact en neurologie, dans toutes les spécialités, en vasculaire, en cardiologie. Donc toutes les spécialités utilisent cette technique-là pour être le moins agressif possible et finalement le plus efficace. Parce qu'avec une telle chirurgie, forcément, les résultats sont meilleurs, la guérison est plus rapide, le confort post-opératoire est meilleur et finalement, c'est ce que recherchent les malades. Hein, puisque la chirurgie elle-même est contre nature, moins elle sera traumatisante et plus elle sera acceptable par les patients. Moins traumatisante, efficace et tout. En combien de temps? La durée d'une telle pratique? D'une intervention. Une intervention. Bon, finalement, vous savez, la durée, c'est pas tellement ce qui nous intéresse, c'est comment on la réalise. Oui. On prend le temps, qu'il faut. En fonction de la pathologie. Est-ce que vous voulez me dire, est-ce que cette technique nous permet d'opérer plus vite que dans la chirurgie conventionnelle? Oui. Je dirais oui, puisqu'on gagne tout le temps de l'ouverture qu'on faisait de l'abdomen, par exemple, et de la fermeture. Parce que là, c'est quelques petits trous qui seront rapidement fermés. Et finalement, je prends l'exemple des vésicules, de la lithiase vésiculaire. Vous en avez entendu parler, hein, les calculs dans la vésicule. Oui, oui. On fait des cholécystectomies. Bon, si on le fait en chirurgie ouverte, bon, ça nous prend, quand on est rapide, hein, 1 heure sans problème. Oui. Mais avec la technique de vidéoendoscopie chirurgicale, en 15 minutes, 20 minutes, c'est réglé. C'est un gain impressionnant de temps. Voilà. C'est clair que le bien fondé de cette nouvelle technologie-là n'est plus à prouver, mais on aimerait peut-être aussi faire le point sur notre pays, parce que c'est ça qui nous intéresse. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'en décembre de l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de la pratique de la vidéoendoscopie chirurgicale en Côte d'Ivoire. Ah oui? Voilà, hein, parce qu'en réalité, c'est une technique qui a été introduite. Bon, je fais partie, je peux le dire, je suis quand même le pionnier de la technique en Côte d'Ivoire. Je l'ai introduite en 1999 en Côte d'Ivoire. Et au début, elle était balbutiante peut-être, mais ça fait 20 ans. Et alors, le développement de cette technique a été, on a fait quand même le bilan, a été véritablement appréciable. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais à l'époque, nous étions que quelques spécialistes. Maintenant, quasiment tous les chirurgiens ont accepté de faire la formation nécessaire, parce que là, il faut une formation. Hein. On ne passe pas de la chirurgie ouverte à la chirurgie cystoscopique, c'est une nouvelle gestuelle. Même du point de vue visuel, il faut développer sa 3e dimension, parce qu'on regarde un écran de télévision. Et quand on regarde un écran de télévision, au départ, il n'y a que la verticale et l'horizontale. Et il faut travailler donc la profondeur pour immerger dans l'image du moniteur et puis être à l'aise pour opérer. Et ça demande un temps d'heures d'entraînement, au moins 80 heures, hein, pour que le cerveau reconstitue la 3e dimension. C'est cet effort d'enseignement que nous avons aidé à faire en créant un institut de formation depuis 2002. Personnellement, j'ai formé plus d'une centaine de chirurgiens en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, parce que j'ai quand même participé au développement de cette technique dans la sous-région. Donc, ça fait 20 ans. Mais la technique elle-même, elle est née il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est finalement en 1987 qu'a eu lieu la première intervention de vidéoendoscopie chirurgicale proprement dite à Lyon avec mon ami Philippe Mouret. Et puis, après 1989, ils ont codifié les choses, mais nous, il nous a fallu quand même 10 ans pour commencer la technique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça fait 20 ans. Et les statistiques maintenant qu'on a de la pratique de la vidéoendoscopie chirurgicale sont quand même impressionnantes. Je viens de demander mon 3e agrégé que j'ai nommé. On est à plus de 7000 interventions en chirurgie digestive avec cette technique. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est quand même assez bien évoluée. Oui. On peut dire qu'on est fiers aujourd'hui de mettre... Mais écoutez, moi je suis surtout fier de tous ceux qui m'ont suivi dans cette aventure et qui aujourd'hui ont une dextérité, une technicité qui fait ma fierté. Et je ne regrette pas de m'être lancé à l'époque dans cette technique en 1999, quand je faisais la première intervention de vidéoendoscopie chirurgicale en Côte d'Ivoire, au CHU de Treichville.
Alors c'est sûr que, professeur, avec ces 20 années en arrière, cette pratique est beaucoup plus utilisée. Mais est-ce qu'elle est vulgarisée? Parce que nous-mêmes, nous sommes très étonnés de savoir qu'elle date dans notre pays. Mais voilà, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. On a l'impression que ça se passe dans des espaces très fermés. Oui. Exactement. Et ça reste très lointain on n'en parle pas suffisamment. Mais vous nous donnez l'opportunité aujourd'hui d'en parler, et les Ivoiriens seront très étonnés de savoir que ça se fait. Alors, c'est au quotidien que je vois des... Alors ça, c'est dans la chirurgie de l'obésité, c'est vraiment le top. Hein. Je suis étonné de voir beaucoup de personnes dire « Ah, est-ce qu'on fait de la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique en Côte d'Ivoire ?» On a des statistiques qui dépassent, pour certains chirurgiens, sans anneau gastrique, sans sleeve gastrectomie, ça se fait, mais on n'est pas au courant. Mais j'irais même jusqu'à dire que dans un même bloc et dans un même CHU, les spécialités sont tellement compartimentées qu'on ne sait pas toujours ce que l'un et l'autre fait, sauf les anesthésistes, puisque eux, ils endorment les malades de toutes les spécialités. Bien sûr. Alors, voilà. On est habitué à faire des examens, on a des dispositions à prendre. Concernant la vidéo-endoscopie chirurgicale, quelles sont les dispositions à prendre le préalable avant un tel examen? Ah oui, bon, c'est vrai que là, il y a un bilan particulier qui doit être fait. D'abord, le bilan de base pour toute intervention chirurgicale. On veut être sûr qu'on opère un malade qui va pouvoir quand même résister au choc ou au traumatisme chirurgical. Parce que quand on est opéré, quand même, on est agressé. Hein, voilà, donc ça, c'est la base. Mais maintenant, cette technique fait que, par exemple, en chirurgie digestive, on va injecter dans l'abdomen du gaz médicalisé, en fait, c'est du CO2, on va créer ce qu'on appelle un pneumopéritoine. Alors, compte tenu du fait qu'on crée un pneumopéritoine qui peut créer un certain nombre de problèmes, il y a des examens aussi qui doivent être faits, et puis il y a aussi un monitoring pendant l'intervention qui est tout à fait spécifique à la chirurgie, la vidéo-endoscopie chirurgicale. Bon, c'est vrai que, pour répondre à votre question, il y a un bilan qui est spécifique, enfin, qui l'est par rapport à certains dangers possibles de cette technique, et il y a surtout une surveillance post-opératoire aussi qui est spécifique à ce type de chirurgie. Alors, professeur, avec les 20 années d'intervention de cette nouvelle pratique ici, on peut dire que c'est relativement jeune par rapport peut-être à d'autres cieux. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport... Écoutez, l'Europe, c'est 32 ans, et nous, c'est 20 ans. Il y a quand même un petit gap. Est-ce qu'on est oui, au même c'est un niveau? gap de 10 ans, 12 ans. Voilà. Est-ce qu'on est au même niveau? C'est ce que j'ai envie de savoir, parce que ce serait bien de bénéficier de la même expertise sur tout le corps. Voilà, mais eux, ils n'ont pas arrêté leur progrès. Hein. C'est vrai qu'il y a ce gap, mais... ils vont peut-être un peu plus vite que nous. Voilà, c'est ce qui m'intéresse justement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On en est où au niveau des avancées? Qu'est-ce qu'on fait dans la recherche? Moi, finalement, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est une technique qui permet de faire des économies de santé. Et qui, pour le malade même, permet de faire des économies. C'est simple. Si, avant, pour la même pathologie, on vous opère, et parce qu'on vous ouvre le ventre, vous devez faire 10 jours d'hospitalisation, et qu'avec cette technique, opéré, vous ne faites que 2 jours d'hospitalisation, vous voyez immédiatement le gain que cela représente pour le malade. Maintenant, quand on va à une étape au-dessus, pour l'établissement hospitalier, bon, la rotation se fait beaucoup plus rapidement, on encombre moins les lits hospitaliers, etc., etc. Et même si on monte au niveau au-dessus, c'est vraiment une chirurgie qui permet de faire des économies de santé, et même on peut aller plus loin, de lutter contre la pauvreté. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne considère pas cette technique comme une technique pour les riches, une technique de luxe. Comment le coût, l'accessibilité. C'est ça, et je souhaiterais, et c'était ça un peu notre bilan des 20 ans, que maintenant on puisse passer à échelle et que dans les hôpitaux, au moins les hôpitaux généraux de l'intérieur, ce matériel-là puisse exister pour permettre à toutes les populations de pouvoir bénéficier de cette technique qui est moins agressive. Donc parlez-nous de l'état des lieux, docteur, parce qu'avec ce que vous venez de nous dire, c'est clair qu'il y a des zones qui sont pauvres de cette technologie. Mais écoutez, si vous prenez Abidjan, quasiment toutes les cliniques privées sont maintenant équipées. Il a fallu du temps pour les convaincre. Maintenant, sur Abidjan, c'est assez bien couvert. Mais on voudrait que, mais ça c'est une volonté politique,
que les hôpitaux de l'intérieur soient équipés également de ce matériel pour que les moins... les plus démunis puissent aussi accéder, voilà, parce que finalement la chirurgie... Qui font partie malheureusement de la la plus plus grande... Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse accéder au même niveau, en tout cas aux mêmes qualités de la chirurgie. En tout cas, en 20 ans, cette économie de santé-là se fait sentir sur le terrain. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais ça, surtout dans les CHU, on le perçoit nettement. Et tout le monde, les directeurs d'hôpitaux se rendent compte que vraiment c'est une technique qu'il faut développer. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que les chirurgiens acceptent la formation nécessaire pour être performants. Parce que quand vous passez dans une nouvelle technique, il faudrait que les résultats soient meilleurs et que surtout la morbidité, ça veut dire qu'il y ait moins de danger avec cette technique qu'avec la technique précédente. Sinon, ce n'est pas. Et du coup, professeur, on a envie de se demander quelles sont peut-être les propositions que vous préconisez pour qu'en amont de la formation, même des chirurgiens, on puisse l'intégrer dans nos modules académiques. Qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est après coup qu'on va faire peut-être un... Voilà. Donc, ça, on a glissé progressivement vers l'introduction, l'enseignement de cette technique en pré-doctoral, hein, c'est-à-dire avant, voilà. Mais ce n'est pas tout à fait complet. Après, quand on fait des formations de spécialité, alors là, il y a des instituts qui ont été créés, parce que ce sont quand même des ensembles qui sont intégrés et particuliers. Il y a des instituts qui ont été créés pour acquérir la gestuelle, quelle que soit la spécialité. Ce que je souhaite effectivement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, alors les plans existent, hein, on a pensé à tout, qu'on ait ce grand centre de formation de vidéo-endoscopie chirurgicale qui fera que peut-être on aura moins besoin d'aller nous former en Europe parce que les conditions seront réunies ici pour le faire. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vidéo-endoscopie chirurgicale, c'est que c'est l'image. L'image, on peut la transmettre. Donc finalement, on est en formation à Abidjan, mais c'est un enseignant qui est en France, qui est à New York, qui est où vous voulez au Japon, qui fait le cours à cause des TIC, hein, qui permettent donc tout est possible. Je peux même opérer à Abidjan pendant que mon collègue me voit à Bruxelles, et puis il suit mon intervention, ce qu'on appelle le télémonitoring. Puis il me dit bon, il faut faire attention, il faut passer là, parce qu'on discute. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Hein. Vous savez, jusqu'à la robotisation, aux interventions à distance. Oui. Le premier qui a fait cela, c'est mon ami Jacques Maresco de... On peut se faire opérer à distance, finalement. Ah mais oui, il détenait les manettes à New York et il opérait sa malade qui était à Strasbourg. Oui. Bon, c'est financé par la NASA pour... se dire que peut-être qu'un jour, on ferait une intervention de quelqu'un qui a une appendicite dans la Lune. Bien sûr. donc on constate que c'est une véritable révolution. Ah oui, jusqu'à présent, on ne cesse pas de s'extasier devant cette révolution, et pourtant, ça fait 30 ans. Bien sûr. Alors, professeur, on va revenir un peu sur le malade. Vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce que cet accompagnement, il est psychologique aussi? Parce qu'on peut être traumatisé par ce genre de pratique pour un malade. Non, pas traumatisé. Pas forcément. Ouais. Non, pas traumatisé, plutôt. Quand on a connu certains qui ont été opérés de cette manière-là... Avec des agrafes d'en haut jusqu'au bas? Non, avec des agrafes en haut, et ça c'est traumatisant. Ben oui. Mais la cellule, ça ne l'est plus. Et le choix est vite fait. Le choix est vite fait. On préfère la cellule. Je crois que des fois, à la finition, il faudrait qu'on puisse prendre un peu plus de temps. Hein. C'est pas un cobaye, mais c'est une patiente qui parle ici. Oui, non, mais bon, on a passé cette étape des cobayes, là, parce que quand il y a, comme dans l'équipe du professeur Blégolé, 7000 personnes qui ont été opérées, les cobayes, c'était les 50 premiers. Donc aujourd'hui, c'est maîtrisé. Aujourd'hui, on a une finition parfaite. Mais écoutez, on n'arrête pas le progrès, on apprend toujours, hein, on avance, mais quand même, on a bien progressé par rapport à nos pas hésitants des années 99 et 2000. Alors, docteur, vous nous parliez tantôt de ce plateau technique-là qui est bien présent ici en Côte d'Ivoire, mais vous avez parlé principalement des cliniques.
les cliniques qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Qu'en est-il de nos centres universitaires? Non, je corrige immédiatement. Hein. D'accord. Dans tous nos centres universitaires, il y a cet équipement. Et dans les services de chirurgie. Quel bonheur. Et dans les services de gynéco. Bon, certains l'ont fait un peu plus tardivement que les autres. Nous l'avons fait les premiers en 99. On a eu un équipement au CHU Treichville. Quand même, la première intervention, elle a été faite au CHU Treichville. Elle n'a pas été faite dans une clinique privée. Voilà, donc tous les CHU, Engrais, voilà, Waké, voilà. Mais maintenant, on souhaiterait que même les hôpitaux départementaux, régionaux et départementaux puissent avoir cet équipement-là. Du coup, voilà ce qu'on souhaite. Du coup, il y a, on va dire, il y a une attention sur la facturation, le coût qui s'en retrouve impacté. Ah, voilà, évidemment, on vient au niveau du coût. Hein. Bon, c'est quand même très technodépendant. Ça coûte. Bon, on rentre dans une bagnole, on n'est plus sur une bicyclette. Okay. Mais il faut accepter de faire l'investissement. Et cet investissement ne doit pas être répercuté sur le coût de l'intervention. Dans le principe, qu'on opère en chirurgie ouverte ou en cellio, le chirurgien gagne la même chose. Hein. C'est pas parce que c'est lui qui choisit la voie d'abord la meilleure. Bon, ça ne peut pas le voilà. Mais finalement, c'est comme ça dans la vie. Hein. Si on est bien obligé de subventionner ce qu'il faut pour améliorer la qualité des soins. Mais alors on a l'impression que ça coûte plus cher. Mais comme je vous ai dit, globalement, l'État, l'établissement hospitalier s'en sort parce qu'il a une rotation qui est telle que c'est comme si quand on fait 50 cycles, on a des et avec un montant qui n'est pas très élevé, mais c'est quand même multiplié par 50. Ça vaut mieux que d'opérer 3 malades. Oui. Voilà, c'est tout. C'est vite compensé. On a une large marge. C'est vite compensé. Vous prenez les grands services de radiologie, l'imagerie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça coûte excessivement cher. Mais on ne répercute pas tout le coût de l'imagerie sur le malade. Quand même. Sinon, on ne pourrait pas faire des IRM qu'on veut. Là, on est rapidement au milliard. Voilà. Mais maintenant, il faut le faire tourner. C'est pour ça qu'en France, même ici, peut-être pas encore, les IRM tournent 24 heures sur 24. Que la rotation puisse permettre d'amortir l'investissement. Bien sûr. Alors, dans le prolongement de la question d'Alix aussi, hein, quand on parle de coûts, c'est surtout pour le malade. Hein, c'est accessible à tous aujourd'hui. C'est notre souhait et c'est accessible à tous. Même la chirurgie ouverte n'est pas toujours accessible à tous. Hein. Oui. La réalité, c'est ça. Justement, est-ce que même les médicaments dans les pharmacies ne sont pas accessibles? On a envie que cette nouvelle technologie... donc parlons de ces deux techniques-là. Est-ce que le libre choix est laissé aux patients d'opter pour une technique ou une autre? Ah oui. D'accord. Oui, c'est notre devoir d'informer carrément le malade sur notre capacité de faire les deux techniques et de pouvoir lui indiquer la technique qui nous paraît la mieux adaptée pour lui. Après, c'est le malade qui choisit. Il est hors de question d'aller faire de la chirurgie ouverte à un malade qui souhaite avoir une chirurgie laparoscopique parce qu'il ne veut pas avoir le ventre ouvert et qu'il veut faire 2 jours d'hospitalisation au lieu de 7. Maintenant, les patients savent de quoi ils parlent. Ce ne sont même pas des patients, ce sont des partenaires. Quand ils viennent vous voir, soit aller sur Internet, ils savent tout. Donc, on ne peut pas leur proposer du n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils veulent. Après, on adapte leurs demandes à leur cas particulier et on leur dit, voilà pourquoi on vous recommande de faire telle technique. Mais c'est le malade qui choisit, in fine. Très bien. Et ce n'est pas imposé. Tout à fait. Non. Et c'est pour ça qu'on lui demande de signer un consentement écrit et éclairé. Merci infiniment au professeur de nous avoir permis de pénétrer dans votre bloc avec cette nouvelle technique qui fait des merveilles. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie depuis 6h25. Et demain, ce sera vendredi. Oui. Et on va vous retrouver avec un programme plus light et plus digeste pour vous dire que le week-end, il est bien proche. Que Dieu vous garde. Au revoir. Merci à Samara Alpha Doumbia qui nous a habillés aujourd'hui. Don't forget. À demain.